Le cauchemar commence toujours de la même manière. Je cours à travers une forêt que je ne reconnais pas. Des branches griffent ma peau. Mon souffle sort en halètements saccadés qui ont un goût de cuivre et de peur. Derrière moi, des bruits de pas, lourds, implacables, qui gagnent du terrain. Je peux sentir des yeux sur mon dos, brûlants et affamés, et je sais avec une certitude absolue que si je m'arrête, si je trébuche ne serait-ce qu'une fois, je disparaîtrai dans quelque chose de sombre et d'informe que je ne peux nommer. Mes jambes me brûlent, mes poumons crient, et juste au moment où des mains se tendent vers mes épaules, juste au moment où j'ouvre la bouche pour hurler, je me réveille. Cette nuit est différente, cependant. Cette nuit, je ne me réveille pas seule. Les mots m'échappent, avant que la conscience ne revienne complètement. Un plaidoyer désespéré arraché à la terreur qui a encore ses griffes en moi. S'il te plaît, non. Ma voix semble faible dans l'obscurité, brisée et enfantine, et je la déteste. Je déteste cette vulnérabilité. La façon dont le traumatisme s'échappe de moi-même dans mon sommeil, tachant les draps de vieilles peurs que je pensais avoir enterrés il y a des années. Mes yeux s'ouvrent brusquement, mon cœur martelant mes côtes comme quelque chose qui essaie de s'échapper d'une cage. Et c'est là que je sens le lit bouger à côté de moi. Damon est assis, sa carrure massive rigide dans la pâle lumière de la lune qui filtre à travers les rideaux. Je peux voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains se sont crispées en poing contre ses cuisses. Il ne me regarde pas. Son profil est taillé dans la pierre, la mâchoire serrée, le muscle tressautant d'une manière qui me dit qu'il lutte contre quelque chose d'interne, quelque chose de violent. La pièce semble soudainement plus petite, l'air chargé de quelque chose que je ne peux pas tout à fait nommer. Damon. Ma voix sort à peine plus haut qu'un murmure, encore rauque de sommeil et de peur. Il ne répond pas. Au lieu de cela, il se lève d'un mouvement fluide, le genre de mouvement qui me rappelle exactement ce qu'il est. Prédateur ultime, roi alpha, un homme qui a tué plus d'ennemis que je n'ai vu d'hiver. Le matelas enregistre à peine son départ, mais je ressens immédiatement la perte de sa chaleur. Un vide froid se propage sur les draps où son corps se trouvait. « Où vas-tu » ? « Rendors-toi, Elena. » Sa voix est soigneusement contrôlée, trop contrôlée. Chaque mot est mesuré et délibéré. Il enfile un pantalon sombre, ne prenant pas la peine de mettre une chemise, et je peux voir les cicatrices qui cartographient son dos. Une topographie de la violence qui raconte des histoires qu'il n'a jamais partagées avec moi. Je dois sortir. Sortir, il est au milieu de la nuit. Je suis conscient de l'heure qu'il est. Il y a une pointe d'agressivité dans son ton maintenant, assez tranchante pour faire couler le sang. Il se dirige déjà vers la porte, et quelque chose dans ma poitrine se contracte douloureusement à la vue de sa retraite. Cela arrive plus souvent ces derniers temps. Ces moments où je dis quelque chose, fais quelque chose, et il se retire comme si je l'avais brûlé. Où la distance prudente qu'il maintient entre nous, celle que j'ai lentement, péniblement comblée au cours des 3 derniers mois, s'élargit soudainement à nouveau. Un gouffre que je ne peux pas franchir. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? La question semble pathétique, alors même que je la pose. Mais j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre pourquoi ma supplique endormie l'a fait fuir. Damon s'arrête sur le seuil, sa main agrippant le cadre si fort que j'entends le bois grincer en signe de protestation. Un instant, je pense qu'il pourrait réellement me répondre, pourrait enfin me laisser passer les murs de fer qu'il a construits autour de ce qui le hante. Mais ensuite, ses épaules s'affaissent légèrement, et quand il parle, sa voix est vide de tout sauf d'une lassitude profonde. « Dors, Elena, nous parlerons demain matin. » Puis il est parti, et je reste à fixer le seuil vide, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir, puis dans les escaliers, puis la lourde porte d'entrée s'ouvrir et se fermer avec une finalité qui résonne dans toute la maison, à travers tout le territoire, probablement, étant donné le silence surnaturel qui suit. Je m'assieds lentement, ramenant mes genoux contre ma poitrine, et j'essaie de me souvenir exactement de ce que j'ai dit.
Le cauchemar s'estompe déjà, comme toujours, ne laissant derrière lui qu'un résidu. Ce cocktail familier de peur et d'impuissance qui est mon compagnon constant depuis l'âge de 17 ans, depuis la nuit où les renégats sont venus. Je ne me permets pas de penser souvent à cette nuit. 5 ans ont passé. Assez de temps pour que les cicatrices physiques se soient estompées en fines lignes blanches à peine visibles sur ma peau pâle. Mais les autres cicatrices, celles qui vivent plus profondément, celles-là n'ont pas guéri aussi nettement. C'est à cause d'elles que je sursaute au moindre bruit inattendu. Pourquoi je ne peux pas dormir dans l'obscurité complète? Pourquoi j'évite certaines rues de la ville? Et pourquoi mon corps se fige parfois quand quelqu'un bouge trop vite dans ma vision périphérique? C'est à cause d'elle que j'ai fini ici, dans la meute du croissant de lune, cherchant refuge dans un territoire connu pour accueillir les marginaux et les êtres brisés. C'est pourquoi, il y a 3 mois, je suis devenue la... quoi de Damon, sa compagne, sa partenaire. Nous n'avons jamais vraiment défini ce que c'est. Cet arrangement étrange où je dors dans son lit, mais où il me touche à peine au-delà d'un frôlement occasionnel et prudent des doigts, où il me regarde avec une intensité qui devrait m'effrayer, mais qui, étrangement, ne le fait pas, où il me garde près de lui, mais ne me laisse jamais vraiment entrer. Les autres membres de la meute pensent que j'ai de la chance. Damon Crescent, le roi alpha, qui a unifié 5 territoires sous une seule règle, qui a mis fin aux guerres des renégats et a apporté la paix à une région qui n'avait connu que la violence pendant des décennies. Il ne prend pas de compagne, n'a pas de relation, est célèbre pour son isolement, son refus froid des nombreuses femmes qui se sont jetées à ses pieds au fil des ans. Et pourtant, il m'a choisi. Sauf que maintenant, en fixant l'espace vide où il devrait être, je ne suis pas sûre qu'il m'ait vraiment choisi. Je ne suis pas sûre de ce que je suis pour lui, ni pourquoi quelques mots marmonnés dans mon sommeil l'ont fait fuir dans la nuit, comme si je l'avais menacé avec de l'argent. L'horloge sur la table de chevet indique 3h47. Dehors, j'entends le territoire s'installer dans son sommeil le plus profond. Le genre de calme qui ne vient qu'aux heures entre minuit et l'aube, quand même les créatures surnaturelles se rendent au repos. Mais je sais que je ne dormirai plus cette nuit. Le cauchemar a fait son œuvre. Et maintenant mon esprit est trop actif, passant en revue chaque interaction avec Damon au cours des dernières semaines, essayant de trouver le schéma, la raison. Je pense à la façon dont il me regarde parfois. Quand il pense que je ne fais pas attention, comme si j'étais quelque chose de précieux et de dangereux à la fois. Comme s'il voulait me tirer plus près et me repousser dans le même souffle. Je pense à la façon dont il se crispe chaque fois que je mentionne mon passé, même en passant. La façon dont ses yeux deviennent sombres et distants, comme s'il voyait quelque chose que je ne peux pas voir. Je pense à la première nuit où je suis arrivée ici, désespérée et vide, et comment il m'avait jeté un regard et avait simplement dit « Tu resteras ». Pas de question sur d'où je venais ou ce que je fuyais. Juste cette simple déclaration, prononcée avec l'autorité absolue d'un homme à qui on n'avait jamais rien refusé. À l'époque, j'étais trop brisée pour le remettre en question, trop reconnaissante d'avoir un abri et la sécurité pour me demander pourquoi l'alpha le plus puissant de la région s'embêterait avec quelqu'un comme moi, une réfugiée sans meute, sans famille, sans compétences ou force particulière, au-delà d'un refus obstiné de mourir. Mais je me le demande maintenant, assise seule dans son lit, enveloppée dans des draps qui sentent le pain, la pluie d'hiver, et quelque chose d'uniquement lui. Un coup à la porte me fait sursauter, mon cœur bondissant dans ma gorge, mais ce n'est pas Damon. Les pas sont trop légers, trop rapides. « Elena, tu es réveillée ?» La voix de Mira est douce, prudente pour ne réveiller personne d'autre. « Entre, » dis-je, soulagée d'avoir de la compagnie, même si cela signifie faire face à des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Mira se glisse à l'intérieur, ses cheveux sombres tombant en vagues sur ses épaules, son expression inquiète. Elle est la compagne du second de Damon, et au cours des derniers mois, elle est devenue quelque chose de proche d'une amie. La première véritable amie que j'ai eue depuis que tout s'est effondré. « J'ai vu Damon partir », dit-elle en s'installant au pied du lit avec la familiarité aisée de quelqu'un qui a déjà vécu cela. On aurait dit qu'il se dirigeait vers les bois du Nord,
C'est généralement là qu'il va quand il a besoin de régler des choses. « Régler quoi ?» demandai-je, peut-être un peu trop brusquement. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Mira m'étudie un long moment, ses yeux ambrés trop perspicaces. « Tu n'as rien fait de mal, Elena. Il ne s'agit pas de toi. Pas vraiment. Il s'agit de lui. De choses qui se sont passées avant que tu n'arrives ici. Alors pourquoi ne veut-il pas m'en parler? Pourquoi continue-t-il? » Je fais un geste impuissant vers l'espace vide à côté de moi. Pourquoi continue-t-il de s'enfuir? Parce que tu le terrifies, dit simplement Mira, et les mots me frappent comme un coup physique. C'est ridicule. Je suis humaine. Il est le roi Alpha. Je ne pourrais pas le terrifier même si j'essayais. Pas ce genre de terreur. Mira ramène ses jambes contre elle, enlaçant ses genoux avec ses bras. Est-ce que quelqu'un t'a parlé de l'histoire de Damon? De ce qui s'est passé il y a 8 ans? Je secoue lentement la tête, un froid s'installant dans mon estomac. Il y avait quelqu'un avant, commence Mira, sa voix douce empreinte d'une vieille tristesse. Elle s'appelait Cassandra. Elle était humaine, comme toi. Belle, douce, tout ce que Damon pensait ne jamais avoir. Ils ont été ensemble pendant presque 1 an, et tout le monde pouvait voir à quel point il l'aimait, à quel point il était prudent avec elle, comme si elle était faite de verre et pouvait se briser s'il la serrait trop fort. Ma gorge se serre. Que lui est-il arrivé? Des renégats ont attaqué la frontière sud. Cela aurait dû être une escarmouche mineure. Nous avions le nombre, la force, mais ils étaient plus organisés que prévu, et ils avaient planifié l'attaque spécifiquement pour éloigner Damon de la maison principale, loin d'elle. La mâchoire de Mira se crispe. Le temps qu'ils reviennent, ils étaient déjà entrés. Ils l'avaient déjà trouvé. Elle s'est battue contre eux. Apparemment, elle s'est battue avec acharnement. Mais elle n'a pas besoin de finir. Je peux combler les vides moi-même. Je peux l'imaginer trop clairement parce que je sais ce que les renégats font aux femmes humaines qu'ils trouvent seules et sans protection. Il l'a trouvée vivante, continue Mira. Mais à peine. Elle était terrifiée, brisée. Elle n'arrêtait pas de le supplier de ne pas les laisser la reprendre. Elle le suppliait de rester, de ne pas la quitter, et il ne l'a pas fait. Il est resté avec elle jusqu'à la fin, l'a tenue dans ses bras pendant qu'elle... Elle s'interrompt, déglutissant difficilement. C'était il y a 8 ans. Il n'a laissé personne s'approcher depuis, jusqu'à toi. Les pièces du puzzle s'emboîtent avec une clarté horrible. Mon cauchemar, ma supplique inconsciente. S'il te plaît, non. Faisant écho aux derniers mots d'une autre femme mourante. Une autre humaine qu'il n'avait pas réussi à protéger. Oh mon Dieu, je murmure. Alors tu vois, dit doucement Mira, ce n'est pas de toi qu'il s'enfuit. C'est de sa propre culpabilité, de sa propre peur que l'histoire se répète. Que t'aimer, car oui, Elena, il t'aime, même s'il est trop têtu pour le dire, ne fera que te tuer comme ça l'a tué elle. Je suis encore en train de digérer cela quand Mira se lève, se dirigeant vers la porte. Elle s'arrête sur le seuil, me regardant avec quelque chose qui ressemble à de la sympathie. Laisse-lui le temps de revenir de lui-même ce soir. Mais demain tu devras le faire parler. Lui faire voir que tu n'es pas elle et que ce n'est pas la même situation. Parce que si tu ne le fais pas, elle secoue la tête. Ce genre de peur, ce genre de culpabilité, ça ne disparaît pas tout seul. Ça ne fait que s'accumuler jusqu'à détruire tout ce qui vaut la peine d'être sauvé. Puis elle est partie. Et je suis de nouveau seule avec la vérité. Damon ne me fuit pas. Il fuit des fantômes. Et quelque part dans ces bois sombres, l'homme le plus puissant que j'ai jamais connu est probablement en train de se déchirer à cause de quelques mots que j'ai prononcés dans mon sommeil. Des mots qui ont ouvert de vieilles blessures qu'il a passé 8 ans à essayer de se convaincre d'avoir guéri. Je me rallonge, serrant son oreiller contre moi, respirant son odeur. Le cauchemar semble différent maintenant, moins centré sur mon propre traumatisme et plus sur le sien, sur la terrible symétrie de 2 personnes brisées qui se trouvent et ne savent pas comment assembler leurs morceaux sans causer plus de dégâts. L'aube est encore à des heures, mais je ne ferme pas les yeux.
Je fixe le plafond et prends une décision. Demain, je vais lui raconter mon histoire. Toute l'histoire. Pas seulement la version édulcorée que j'ai donnée à tout le monde. Je vais lui montrer mes cicatrices. Toutes. Même celles que j'ai cachées. Et puis je vais lui faire comprendre que je n'ai pas peur de lui, ni de ce que nous pourrions être ensemble. J'ai seulement peur de le perdre, avant même que nous ayons vraiment eu la chance de commencer. Le matin arrive, gris et froid, le genre d'aube d'octobre qui promet de la pluie avant midi. Je suis déjà réveillée lorsque la première lumière filtre à travers les rideaux, ayant passé les dernières heures à regarder les ombres se déplacer sur le plafond et à répéter des conversations qui ne ressembleront probablement en rien à mes scénarios mentaux soigneusement préparés une fois que je serai réellement face à Damon. Il n'est pas revenu. Je le sais non pas parce que je l'ai entendu rentrer, ce n'est pas le cas, mais parce que la maison semble vide d'une manière qu'elle n'est pas quand il est là. Il a une présence, même quand il est silencieux, une énergie qui remplit les espaces et charge l'air. Sans elle, les pièces semblent creuses, en attente. Je me suis forcée à sortir du lit vers 6 heures. Enfilant un jean et l'un des pulls doux que Mira m'a aidé à choisir le mois dernier, lorsqu'elle a insisté sur le fait que j'avais besoin de vêtements qui m'allaient vraiment au lieu des choses trop grandes dans lesquelles je me cachais. Celui-ci est de couleur crème, la laine assez épaisse pour parer au froid matinal, mais assez légère pour que je ne me sente pas noyée dans le tissu. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain montre des cernes sous des yeux verts, des cheveux qui ont besoin d'être brossés. Mon blond pâle est emmêlé après une nuit agitée. J'ai l'air fatiguée, inquiète, jeune d'une manière qui pousse parfois les membres de la meute à me traiter comme si je pouvais me briser s'ils parlaient trop fort. Je déteste ce regard. Je déteste cette supposition de fragilité qui vient avec le fait d'être humaine dans un monde de prédateurs. En bas, la cuisine est déjà occupée. Jackson, le second de Damon, est assis à la longue table en bois, avec un ordinateur portable ouvert devant lui, de la vapeur s'élevant d'une tasse de café à son coude. Il lève les yeux quand j'entre, et quelque chose de compréhensif vacille sur son visage, avant qu'il ne le masque par une expression neutre. « Bonjour, Elena. Le café est frais. » « Merci. » Je me sers une tasse, ajoutant de la crème jusqu'à ce qu'elle ait la couleur du sable, et je m'appuie contre le comptoir plutôt que de m'asseoir. La cuisine est chaleureuse, tout en poutres apparentes et en casseroles en cuivre suspendues à des crochets, le genre d'espace qui devrait sembler accueillant, mais qui pour l'instant ressemble juste à une scène où je suis sur le point de jouer quelque chose que je n'ai pas encore tout à fait compris. « Il est toujours dehors !» dit Jackson sans préambule, fermant son ordinateur portable. Il a parcouru la frontière nord toute la nuit d'après les rapports de patrouille. « Est-ce normal ?» je demande, même si je connais déjà la réponse. Pour Damon, quand quelque chose le tracasse, oui. Il l'évacue physiquement. Il a toujours fait ça. Jackson m'étudie avec des yeux qui en ont trop vu pour être facilement trompés. Il est plus âgé que Damon de quelques années, balafré et solide. Le genre d'homme qui rayonne d'une compétence stable. Mira m'a dit qu'elle t'avait parlé hier soir, à propos de Cassandra. J'hoche la tête, ne faisant pas encore confiance à ma voix. Bien. Il fallait que tu saches. Il se lève, emporte sa tasse à l'évier et la rince avec un soin méthodique. Mais savoir et comprendre sont deux choses différentes. Le truc avec Damon, c'est qu'il ne fait rien à moitié. Quand il aime, c'est absolu. Quand il échoue, ou pense avoir échoué, ça le détruit. Il a passé 8 ans à se punir de ne pas avoir pu la sauver. 8 ans à se convaincre qu'il n'est pas fait pour ça, pour l'attachement, pour quoi que ce soit de doux. Alors pourquoi m'a-t-il choisi ? La question jaillit avant que je puisse l'arrêter. Pourquoi m'amener ici ? Pourquoi me garder près de lui s'il est si convaincu que ça finira mal ? Le sourire de Jackson est triste et compréhensif, parce que malgré toute sa force, malgré tout son contrôle, Damon reste un homme. Et tu es entré dans sa vie en ressemblant à ce que l'espoir pouvait être, même s'il ne pouvait pas se l'admettre. Il ne pouvait pas te laisser partir, mais il ne peut pas non plus te laisser entrer complètement. C'est une torture pour lui, Elena, ce terrain d'entente sur lequel il vit. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tu forces les choses, dit simplement Jackson. Tu le forces à choisir.
Vraiment choisir, au lieu de le laisser te garder dans cet entre-deux, parce que ça... Il désigne la cuisine, la maison, la situation dont nous discutons. Ce n'est durable pour aucun de vous deux. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvre. Mon cœur bondit, mais ce n'est pas Damon qui entre. C'est Thomas et Vera, deux des membres seniors de la meute, tous deux semblant inquiets d'une manière qui me met immédiatement sur les nerfs. « Jackson », dit Thomas d'un ton pressant, « nous avons besoin de l'Alpha. Il y a une situation à la frontière Est. » « Quel genre de situation ? » La meute de Riverwood demande une réunion. Ils ont 3 réfugiés qui ont traversé leur territoire il y a 2 jours, mais les réfugiés réclament le sanctuaire sous la protection du croissant de lune. Ils disent qu'ils connaissent Elena. Tous les yeux se tournent vers moi. Ma tasse de café semble soudainement trop lourde dans mes mains. Ils me connaissent ? Je répète, mon esprit parcourant les possibilités. J'ai quitté mon ancien territoire il y a 5 ans. Tous ceux que je connaissais là-bas sont soit morts, soit... Oh mon Dieu. Ont-ils donné des noms ? Ma voix semble distante à mes propres oreilles. Vera sort son téléphone, vérifiant ses notes. Sarah, David et Marcus. Ils disent qu'ils viennent du territoire d'Ashford. Ils disent que tu te souviendrais d'eux d'avant l'attaque. La tasse de café glisse de mes doigts, se brisant contre le carrelage dans une explosion de céramique et de liquide qui fait sursauter tout le monde. Mais je le remarque à peine, car je suis soudainement de retour là-bas. 5 ans en arrière, regardant la maison de la meute d'Ashford brûler, tandis que des cris résonnent dans l'obscurité. Sarah était ma voisine. David était le fils du boulanger qui me glissait des brioches à la cannelle en douce. Marcus était le chef de patrouille qui avait essayé de repousser les renégats quand ils sont arrivés, qui m'avait crié de courir pendant qu'il les retenait. Je les croyais tous morts. Elena ? La main de Jackson est sur mon épaule, me stabilisant. Ça va ? Je dois les voir. Les mots sortent plus fort que je ne me sens. S'ils sont vraiment ceux qu'ils prétendent être, je dois les voir. Damon devrait être là pour ça, proteste Thomas. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils pourraient. Alors quelqu'un doit le trouver, je lance, me surprenant moi-même par l'autorité dans ma voix. Mais je vais à cette réunion, qu'ils soient là ou non. Ces gens, s'ils sont réels, ils m'ont sauvé la vie une fois. Je leur dois au moins la chance de parler. Jackson échange un regard avec Thomas, qui semble communiquer des volumes en un seul coup d'œil. Puis il hoche lentement la tête. D'accord. La réunion est fixée à midi en terrain neutre entre les territoires. Ça nous donne 6 heures pour localiser Damon et comprendre dans quoi nous mettons les pieds. Il se tourne vers Thomas. Envoie des coureurs dans les bois du Nord. Trouvez l'Alpha et dites-lui que c'est urgent. Niveau urgence familiale. Il reviendra pour ça. Et Elena ? Demande Vera, se déplaçant déjà pour aider à nettoyer la tasse brisée. Elena se prépare à affronter ce qui vient, dit Jackson, me regardant avec quelque chose qui ressemble à du respect. Parce que j'ai le sentiment que cela va tout changer. Ils n'ont pas tort. Les heures suivantes passent dans un flou de préparation. Mira apparaît avec des vêtements plus adaptés à une réunion formelle, un pantalon sombre et un chemisier vert profond qui, selon elle, rend mes yeux dangereux. Jackson me briefe sur le protocole, sur ce qu'il faut dire et ne pas dire, sur la façon de lire les sous-entendus politiques dans un rassemblement de plusieurs meutes. Mais tout ce à quoi je peux penser, c'est Sarah, David et Marcus. Comment ils ont survécu alors que tant d'autres n'ont pas eu cette chance, ce qu'ils ont fait pendant 5 ans et, plus pressant encore, pourquoi ils demandent l'asile maintenant et pourquoi ils m'ont spécifiquement mentionné. À 11 heures, il n'y a toujours aucun signe de Damon. Nous ne pouvons plus attendre, dit Jackson, en vérifiant sa montre pour la 3e fois, en autant de minutes. Le terrain neutre est à 40 minutes de route, et être en retard envoie le mauvais message. Il sera furieux, prévient Vera. Si nous l'emmenons sans lui, il sera encore plus furieux si nous manquons complètement la réunion et faisons paraître le croissant de lune faible, contre Jax. Il me regarde. Tu es sûr de ça ? Je ne suis sûre de rien, mais j'acquiesce quand même, car la fille que j'étais il y a 5 ans,
celle qui s'est cachée dans une cave pendant que son monde brûlait, mérite de savoir ce qui est arrivé aux gens qui ont essayé de la protéger. Le trajet jusqu'au terrain neutre est tendu et silencieux. Jackson conduit avec Mira à ses côtés, tandis que je suis assise à l'arrière avec Thomas, regardant les arbres défiler par la fenêtre. Nous sommes au cœur d'un territoire qui n'appartient à personne et à tout le monde, le genre d'espace où les meutes se rencontrent pour négocier sans les instincts territoriaux qui peuvent transformer les conversations en bains de sang. La clairière apparaît juste avant midi, une vaste étendue d'herbe entourée d'une vieille forêt, avec un simple pavillon en bois en son centre. 2 véhicules sont déjà là, l'un portant les marques de la meute de Riverwood, l'autre non marqué mais clairement bien usé. Mon cœur bat la chamade alors que nous nous arrêtons. « Reste près de moi », murmure Jackson, alors que nous sortons de la voiture. « Ne conclus aucun accord sans me consulter d'abord. Et si quelque chose te semble suspect, quoi que ce soit, tu te mets derrière moi immédiatement. Compris ? Compris. » La délégation de Riverwood s'approche en premier. Leur alpha, une femme sévère nommée Margaret, que j'ai déjà rencontrée une fois, et 2 de ses gardes. Elle adresse un signe de tête sec à Jackson. « Nous apprécions que vous soyez venus si rapidement. Les réfugiés ont insisté pour parler à quelqu'un du croissant de lune, spécifiquement à Elena. »« Où sont-ils » je demande, essayant de regarder par-dessus son épaule vers le pavillon. « À l'intérieur, ils attendent. » L'expression de Margaret s'adoucit légèrement en me regardant. « Je dois vous prévenir, ils ne sont pas en bon état, mal nourris, épuisés. Ils ont clairement été en fuite pendant longtemps. Quoi qu'ils fuient, ça les a suffisamment effrayés pour éviter les territoires d'émeute, jusqu'à ce que le désespoir les pousse vers nous. » Nous marchons vers le pavillon en groupe, mon pouls s'accélérant à chaque pas. La structure est ouverte de tous les côtés, juste un toit, un sol et quelques bancs en bois. 3 silhouettes sont assises sur l'un de ces bancs, blotties les unes contre les autres malgré la chaleur relative de la journée. Et puis l'une d'elles lève la tête, et je reconnais le visage de Sarah. Elle est plus âgée que dans mon souvenir, usée par des années d'épreuves d'une manière qui me serre le cœur. Ses cheveux sombres sont parsemés de gris prématuré, sa silhouette mince au point d'en être frêle. Mais ses yeux sont du même brun chaud que je me souviens, et ils se remplissent de larmes dès qu'elle me voit. « Elena » souffle-t-elle, et soudain elle est debout, titubant vers l'avant. « Oh mon Dieu, Elena, tu es vivante. Tu es vraiment vivante. » Je la rejoins à mi-chemin, la rattrapant alors qu'elle manque de s'effondrer. Et pendant un instant, nous nous tenons juste l'une contre l'autre pendant qu'elle sanglote sur mon épaule. Derrière elle, David et Marcus se lèvent plus lentement, et je peux voir que le temps a été tout aussi cruel avec eux. Le visage de David est balafré, un œil laiteux et aveugle. Marcus se déplace avec une boiterie qui n'était pas là avant. « Je te croyais morte », répète Sarah encore et encore. Nous pensions tous, quand la maison de la meute est tombée, nous pensions que tout le monde à l'intérieur était parti. Comment as-tu survécu ? Où étais-tu ? Ici, je parviens à dire, mes propres yeux me piquant. J'ai été ici, avec le croissant de lune, en sécurité. Mais vous, je pensais la même chose de vous tous. Que s'est-il passé ? Comment vous en êtes-vous sortis ? La joie dans l'expression de Sarah vacille, remplacée par quelque chose de plus sombre. Elle se recule légèrement, jetant un regard à Marcus et David qui ressemble à de la peur. « Nous devons parler », dit Marcus, sa voix rauque par manque d'usage ou à cause de blessures. Tous ensemble, quelque part en privé, parce que la raison pour laquelle nous sommes ici, la raison pour laquelle nous fuyons depuis tout ce temps. Il déglutit difficilement. Ils sont toujours là, Elena, ceux qui ont détruit Ashford, et ils cherchent des survivants. La température dans la clairière semble chuter de 10 degrés. Ils cherchent des survivants ? La voix de Jackson est tranchante. C'était il y a 5 ans. Pourquoi continuerait-il à les chasser ? Parce qu'ils n'ont pas fini, dit David calmement, son bon œil fixé sur moi avec une intensité troublante. L'attaque d'Ashford n'était pas un acte de violence aléatoire. Elle était ciblée. Il cherchait quelque chose, ou quelqu'un,
Et quand ils ne l'ont pas trouvé cette nuit-là, ils n'ont pas arrêté de chercher. Ils ont systématiquement traqué tous ceux qui se sont échappés, éliminant les témoins. Témoins de quoi ? Je demande. Mais alors même que je pose la question, une terreur froide s'installe dans mes os. La main de Sarah se resserre sur mon bras. De la vérité sur qui a vraiment ordonné l'attaque. Et pourquoi ? Avant que quiconque puisse répondre, le bruit d'un moteur rugissant dans la clairière fait tourner tout le monde. Un SUV noir dérape pour s'arrêter dans un nuage de gravier. Et mon cœur manque un battement car je connais ce véhicule. Je connais la façon dont il se déplace comme une extension de son conducteur. La portière s'ouvre et Damon sort. Et même d'ici, je peux voir la fureur à peine contenue qui émane de lui. Ses vêtements sont tachés de terre, sa mâchoire est crispée en une ligne dure, et ses yeux, lorsqu'ils me trouvent à travers la clairière, brillent d'une lueur sauvage, possessive et absolument terrifiante. Il s'avance vers nous avec la grâce mortelle d'un prédateur qui a repéré une menace pour quelque chose qu'il considère comme sien. Et l'air lui-même semble s'épaissir sous la force de sa présence. « N'a quelqu'un ?» dit-il, sa voix faussement calme d'une manière qui tend tout le monde. Veut-il m'expliquer pourquoi j'ai dû apprendre par un coureur que ma... Il s'arrête, semblant lutter avec le mot. Qu'Elena est à une réunion à la frontière sans moi ? Alpha, commence Jackson, mais Damon le coupe d'un simple geste de la main. Ses yeux n'ont pas quitté les miens, et je peux voir la question brûler là, sous la colère. Es-tu en sécurité ? Es-tu indemne ? Ai-je encore échoué à te protéger ? Et en dessous, la peur qu'il ne veut pas reconnaître. Pourquoi continues-tu à me faire ressentir des choses que j'avais juré de ne plus jamais ressentir ? Nous devons parler, dis-je doucement, soutenant son regard. Nous tous. Parce qu'il y a des choses sur mon passé que je ne t'ai jamais dites. Des choses qui pourraient affecter tout le croissant de lune. La mâchoire de Damon se crispe davantage. Mais il hoche la tête une fois. Un geste sec et contrôlé. « Alors parle, » dit-il. « Commence par le début, et nommez rien. » Sarah serre mon bras une dernière fois, et dans ses yeux, je vois le même espoir désespéré que je ressens. L'espoir que peut-être, enfin, la vérité pourra éclater, et que peut-être, d'une manière ou d'une autre, elle ne détruira pas tout ce que j'ai construit ici. Nous déplaçons la réunion sur le territoire du Croissant de Lune, plus précisément dans la salle de conférence de la Maison de la Meute, réservée aux affaires sérieuses. L'espace est délibérément neutre. Table en bois poli, chaises confortables, fenêtres donnant sur la forêt mais renforcées par des mesures de sécurité que je ne peux pas voir, mais que je sais être là. Damon est assis en bout de table, incarnant parfaitement le roi Alpha, malgré la saleté qui adhère encore à ses vêtements, après sa nuit dans les bois. Je suis à sa droite, assez proche pour sentir la chaleur qui émane de lui, la tension à peine contenue dans chaque muscle. Il ne m'a pas regardé directement depuis notre arrivée, mais sa conscience de chacun de mes mouvements est palpable. Sarah, David et Marcus sont assis en face de nous, avec Jackson et Mira à leur côté. Margaret de Riverwood a refusé de rester, satisfaite que l'affaire soit désormais officiellement du ressort du Croissant de Lune, mais elle a laissé l'un de ses gardes comme observateur, protocole pour les réunions impliquant des réfugiés cherchant l'asile. Le silence s'étire jusqu'à ce que Damon le brise, sa voix soigneusement contrôlée. « Vous avez 10 minutes pour me convaincre de vous accorder l'asile. Commencez à parler. » Marcus se redresse malgré sa fatigue évidente. Il est le plus âgé des trois, probablement dans la quarantaine maintenant, et se comporte avec la dignité de quelqu'un qui a autrefois détenu l'autorité. Nous ne sommes pas ici pour demander la charité, Alpha. Nous sommes ici pour offrir des informations en échange de protection. Des informations sur le réseau qui détruit systématiquement les petites meutes de la région depuis une décennie. Un réseau ? Jackson se penche en avant, son expression vive. Vous dites que l'attaque d'Ashford n'était pas un cas isolé ? Loin de là, dit David, son visage balafré et sombre. Ashford était la 7e meute à tomber en 3 ans. Avant cela, il y a eu Pinewood, Silverstream et Oak Ridge. Après Ashford, il y en a eu 4 autres. Toutes étaient de petits territoires, toutes stratégiquement situées. Et toutes ont été complètement anéanties. Aucun survivant laissé pour raconter ce qui s'est réellement passé.
Sauf que vous avez survécu, souligne Damon, les yeux plissés. Pourquoi ? Les mains de Sarah se tordent sur la table. Parce que nous avons fui. Cette nuit-là, quand les renégats sont arrivés, Marcus était en patrouille. Il les a vus se rassembler avant le début de l'attaque et a prévenu ceux d'entre nous qui se trouvaient aux confins du territoire. David et moi rendions visite à sa mère de l'autre côté des terres de la Meute. Nous avons entendu l'alarme et nous avons fui au lieu de retourner aider. Nous vivons avec cette honte depuis. La culpabilité brute dans sa voix me serre la poitrine. Je tends la main par-dessus la table instinctivement, couvrant sa main de la mienne. Vous avez survécu, dis-je doucement. Ce n'est pas honteux. C'est ce que tous ceux qui sont morts auraient voulu. Vraiment ? Ses yeux rencontrent les miens, désespérés d'obtenir une absolution que je ne suis pas sûre de pouvoir donner. Parce que depuis 5 ans, nous nous cachons comme des criminels pendant qu'ils nous traquent. 5 ans à surveiller nos arrières, à ne jamais rester nulle part plus de quelques semaines. Toujours à attendre qu'ils nous trouvent, comme ils ont trouvé les autres. Quels autres ? Je demande, de la glace se formant dans mon estomac. Marcus sort un carnet usé de la poche de sa veste et le fait glisser sur la table jusqu'à Damon. Des noms. Chaque survivant de chaque attaque que nous avons pu retrouver. La plupart sont rayés, morts dans les mois qui ont suivi l'évasion de la destruction de leur meute. Ceux qui ne sont pas rayés sont soit cachés comme nous, soit... Il s'interrompt, déglutissant difficilement. Soit ils ont complètement disparu. Nous ne pouvons pas confirmer s'ils sont morts, ou s'ils ont trouvé refuge quelque part, ou nous ne pouvons pas les atteindre. Damon feuillette le carnet, son expression s'assombrissant à chaque page. Je peux voir des listes de noms, de dates, de lieux. Au dos, il y a des cartes grossières, avec des croix éparpillées à travers la région. C'est exhaustif, dit-il calmement. Et il y a quelque chose de dangereux dans son ton maintenant. Ce sont des années de documentation minutieuse. Pourquoi n'avez-vous pas apporté cela aux autorités des meutes avant ? Au conseil ? Parce que nous ne savons pas à qui faire confiance, dit David sans détour. Ces attaques sont trop organisées, trop précises. Quelqu'un fournit des informations aux renégats. Les horaires des meutes, les faiblesses de la sécurité, les emplacements exacts des pièces sécurisées et des voies d'évacuation. Quelqu'un à l'intérieur de la hiérarchie des meutes. La pièce devient très silencieuse. Vous accusez des membres du conseil de trahison, dit prudemment Jackson. Ce n'est pas une mince accusation. Nous n'accusons personne en particulier, corrige Marcus. Nous disons que quelqu'un, quelque part dans la structure régionale des meutes, est compromis. Peut-être plusieurs personnes. Et tant que nous ne savons pas qui, toute personne ayant une autorité officielle est potentiellement suspecte. Sauf moi, dit Damon, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Sauf vous, confirme Sarah. Votre territoire est trop fort, trop bien défendu. Si vous faisiez partie de ce réseau, vous n'auriez pas besoin de ce genre de tactique de guérilla. Vous pourriez simplement conquérir par des voies légitimes. De plus, elle me jette un regard. Vous avez accueilli Elena, l'avez protégée. Si vous chassiez les survivants, elle serait morte. Tous les yeux se tournent vers moi. Je sens l'attention de Damon comme un poids physique. Et je connais la question qui va venir avant qu'il ne la pose. Elena. Sa voix est douce, mais il y a de l'acier en dessous. Qu'est-ce que tu ne me dis pas ? Je prends une profonde inspiration, me préparant à exposer des blessures que j'ai gardées cachées pendant 5 ans. La nuit où Ashford est tombé, je n'étais pas censée être dans la maison de la meute, je commence. J'étais censée être à la frontière sud avec mon père. Il était l'alpha d'Ashford. Mais je m'étais disputée avec lui plus tôt ce jour-là à propos de, peu importe à quel sujet, une stupide rébellion d'adolescente. J'ai refusé de l'accompagner en patrouille. Je suis restée à la maison pour bouder dans ma chambre. Les mains de Damon s'aplatissent contre la table, ses jointures blanchissant. Ton père était l'alpha. Oui. Le mot a un goût de cendre.
Ce qui signifie que je ne suis pas juste une réfugiée, Daemon. Je suis l'héritière alpha d'une meute détruite, le dernier membre vivant de la lignée d'Ashford. Le silence qui suit est assourdissant. C'est pour ça qu'il chasse les survivants, dit lentement Mira, reconstituant le puzzle. Pas seulement pour éliminer les témoins, mais spécifiquement pour t'éliminer toi. Parce que tant qu'un héritier alpha vit, le territoire d'Ashford ne peut être légalement revendiqué par personne d'autre, selon la loi des meutes. Les droits territoriaux reviennent par défaut au dernier héritier vivant, confirme Jackson, son expression sombre. Ce qui signifie que celui qui a détruit Ashford ne peut pas consolider pleinement sa revendication tant qu'Elena vit. Ils auraient besoin de sa mort, ou de son abdication formelle, pour la rendre légalement contraignante. Mais pourquoi ? Ai-je demandé désespérément. Ashford n'était rien. Une petite meute sur des terres marginales sans valeur stratégique. Pourquoi tuer des dizaines de personnes, détruire une communauté entière juste pour ce territoire ? Marcus fait glisser une autre feuille de papier sur la table. Celle-ci est une carte de la région avec divers territoires de meutes marqués de différentes couleurs. L'ancien territoire d'Ashford est encerclé en rouge, ainsi que 6 autres meutes détruites. Regardez le schéma, dit-il. Chaque meute détruite occupait des terres le long de ce corridor. Il trace une ligne avec son doigt, reliant les territoires. Individuellement, elles ne valent rien. Mais ensemble, elles forment un chemin continu des montagnes de l'Est à la côte ouest. Pas de frontières à traverser, pas d'autres juridictions de meute à naviguer. Une route de contrebande, dit immédiatement Daemon, son esprit stratégique voyant déjà les implications. Ou un corridor militaire. Quelqu'un est en train de créer une autoroute non réclamée à travers les terres des meutes. Exactement, confirme David. Et ils le font lentement, prudemment, faisant en sorte que chaque attaque ressemble à de la violence de renégats aléatoires, pour que personne ne voie le schéma plus large. Jusqu'à maintenant, dit Jackson. Vous 3 survivants l'avez compris. Nous avons eu 5 ans et rien que du temps pour réfléchir, dit Sarah, fatiguée. 5 ans à fuir et à nous cacher, et à relier lentement les points. Mais nous ne sommes pas des enquêteurs. Nous ne sommes pas des guerriers. Nous sommes juste des gens qui ont survécu en sursis. Alors nous sommes venus ici, vers le seul alpha que nous pensions être assez puissant pour faire quelque chose à ce sujet. Daemon se penche en arrière dans sa chaise, son esprit travaillant clairement sur les angles et les implications. Je peux voir le calcul dans ses yeux, la façon dont il planifie déjà des réponses et des contre-mouvements. C'est ce qu'il fait, ce sur quoi il a bâti sa réputation. Une brillance stratégique enveloppée d'une efficacité brutale. Mais je ne pense pas à la stratégie en ce moment. Je pense à mon père, avec qui je me suis disputé des heures avant sa mort. Aux membres de la meute avec qui j'ai grandi, qui ont été massacrés parce que quelqu'un voulait une route à travers leur territoire. À 5 ans à cacher qui je suis vraiment parce que j'étais trop effrayée et trop brisée pour avoir de l'importance. J'aurais dû te le dire, dis-je doucement, ramenant l'attention de Daemon sur moi. Dès le début, j'aurais dû te dire la vérité sur qui je suis. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Sa voix est soigneusement neutre, ne laissant rien paraître. Parce que je n'étais personne, dis-je simplement. Elena Ashford est morte la nuit où sa meute a brûlé. La fille qui est arrivée ici était juste Elena. Pas de nom de famille, pas de titre, pas d'attente. Juste une réfugiée brisée, cherchant un endroit sûr où exister. Et ça... Ma voix se brisa légèrement. Ça semblait plus facile que d'être l'héritière alpha ratée qui s'est cachée dans une cave pendant que son peuple mourait. La main de Daemon bouge avant que je ne le voie venir, couvrant la mienne sur la table. Sa paume est chaude, calleuse, solide. Le geste est bref, à peine 3 secondes avant qu'il ne se retire. Mais il stabilise quelque chose en moi qui tremblait depuis que Sarah a prononcé mon ancien nom à voix haute. « Tu n'es pas personne », dit-il si bas que peut-être moi seul peux l'entendre. « Tu n'as jamais été personne. » Puis plus fort, à la salle. « Vous aurez l'asile, tous les 3. Protection totale sous l'autorité du croissant de lune. Mais en échange, vous travaillerez avec Jackson pour documenter tout ce que vous savez. Chaque détail, chaque schéma, chaque suspicion.
Nous allons découvrir qui est derrière ce réseau et nous allons le réduire en cendres. Le soulagement sur le visage de Sarah est presque douloureux à voir. Merci, Alpha. Ne me remerciez pas encore, la coupe Damon. Parce que si vous avez raison sur le fait que le conseil est compromis, ça va devenir très moche très rapidement. Et vous venez de peindre des cibles sur nos dos à tous en apportant cette information ici. Les cibles étaient déjà là, dit Marcus sombrement. Nous avons juste arrêté de faire semblant qu'elles n'y étaient pas. La réunion se termine peu après, Jackson emmenant les 3 réfugiés dans les quartiers des invités et Mira coordonnant avec la cuisine pour leur donner à manger. L'observateur de Riverwood part avec la promesse de rapporter à Margaret que l'asile a été accordé. Et puis, il ne reste que Damon et moi, seuls dans la salle de conférence, avec 5 ans de secrets étalés entre nous. Il se tient à la fenêtre, le dos tourné. Pendant un long moment, aucun de nous ne parle. Je peux voir la tension dans chaque ligne de son corps, le genre de contrôle rigide qui suggère qu'il retient à peine quelque chose. « Tu avais 17 ans, dit-il finalement. Quand c'est arrivé? Quand ils ont tué ta meute? Oui. Et tu as porté ça seul tout ce temps. La culpabilité, le deuil, la peur. Je ne savais pas comment. Je m'arrête. Je recommence. Je ne voulais pas être prise en pitié, ou pire, être le pion politique de quelqu'un à cause d'une lignée qui ne signifie plus rien. Elle signifie quelque chose. Il se tourne pour me faire face, et l'intensité dans ses yeux me coupe le souffle. Elle signifie que tu es plus forte que je ne le pensais, plus forte que tu ne le penses toi-même. Je ne me sens pas forte. J'ai l'impression d'être une imposture qui a joué à être normale pendant que des gens mouraient, parce que j'avais trop peur d'avoir de l'importance. Arrête. Le seul mot claque comme un fouet. Damon traverse la pièce en 3 enjambées, m'agrippant les épaules avec assez de force pour me forcer à le regarder dans les yeux. Tu étais une enfant qui a survécu à quelque chose qui aurait brisé la plupart des adultes. Tu n'as pas le droit de te blâmer d'être en vie, l'ironie ne m'échappe pas. Venant d'un homme qui a passé 8 ans à se blâmer de ne pas avoir pu sauver quelqu'un qu'il aimait. Comme tu ne te blâmes pas pour Cassandra, je demande doucement. Ses mains se resserrent sur mes épaules, et pendant une seconde, je pense qu'il pourrait se retirer, se retrancher à nouveau derrière ses murs. Mais alors, quelque chose dans son expression change, se fissure, et ce qui transparaît est brut, blessé, et douloureusement humain. Mira te l'a dit, elle pensait que je devrais savoir, devrais comprendre pourquoi tu continues à... Je fais un geste entre nous. Pourquoi tu continues à te tenir à distance de moi? Je me tiens à distance, dit-il rudement. Parce qu'à chaque fois que je te regarde, je la vois. Pas physiquement, vous ne vous ressemblez en rien. Mais la vulnérabilité, l'humanité, la façon dont tu me fais sentir que je pourrais peut-être avoir à nouveau quelque chose de doux et de bon. Et puis, je me souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que je me suis permis de croire ça. Je me souviens de l'avoir trouvée, brisée et en sang, me suppliant de ne pas la laisser pendant qu'elle... Il s'arrête, sa mâchoire se contractant. Je ne peux pas revivre ça, Elena. Je n'y survivrai pas une 2e fois. Alors quoi? Je demande, surprise par la colère qui monte dans ma poitrine. Tu me gardes à distance pour toujours? Assez près pour que tu puisses prétendre ne rien ressentir, assez loin pour que ça ne fasse pas mal quand quelque chose tournera inévitablement mal? Oui. L'aveu est brutal, honnête, parce que c'est la seule façon que je connaisse de te garder en sécurité sans perdre la tête. Ce n'est pas de la sécurité, Damon. C'est une cage pour nous deux. Nous sommes si proches que je peux sentir son souffle sur mon visage, voir la guerre qui fait rage derrière ses yeux. Une partie de lui veut me rapprocher, une partie de lui veut fuir, comme il l'a fait la nuit dernière quand ma peur inconsciente a fait écho aux derniers mots d'une femme morte. J'ai entendu ce que tu as dit, admet-il, dans ton sommeil. S'il te plaît, non. Et pendant une seconde, j'étais de retour là-bas, il y a 8 ans, entendant les mêmes mots de quelqu'un que je n'ai pas pu sauver. J'ai dû partir avant de...
Il déglutit difficilement. Avant de faire quelque chose que nous regretterions tous les deux. Comme quoi? Me parler vraiment, me laisser vraiment entrer. Comme te promettre des choses que je ne suis pas sûre de pouvoir donner, dit-il. Comme te dire que tu me terrifies plus que n'importe quel ennemi que j'ai jamais affronté, parce que te perdre me briserait d'une manière dont je ne me remettrai jamais. La confession reste suspendue entre nous, brute et vulnérable, et en totale contradiction avec l'image du roi alpha intouchable que le reste du monde voit. Alors ne me perds pas, je murmure. Arrête d'essayer de me protéger des fantômes, et commence à croire que je suis assez forte pour me tenir à tes côtés. Pas derrière toi, pas cachée quelque part en sécurité, à tes côtés. Pendant un long moment, il me fixe simplement. Puis, lentement, délibérément, il lève une main vers mon visage, son pouce effleurant ma pommette avec une douceur qui me coupe le souffle. « Tu n'as aucune idée de ce que tu demandes, » dit-il doucement. « Je demande une chance, » je réponds. « Je te demande de combattre ta peur de la même manière que tu combats tout le reste, en refusant de la laisser gagner. » Quelque chose change dans son expression, une bataille interne atteignant son point de bascule. Et puis il m'embrasse, féroce et désespéré, et plein de moi de désirs refoulés. Ses mains encadrent mon visage comme si j'étais quelque chose de précieux, et je peux goûter la peur, l'espoir et le besoin sur ses lèvres. Quand nous nous séparons enfin, tous deux à bout de souffle, son front repose contre le mien. « Ça ne va pas être facile », prévient-il. Rien de tout ça. La menace de ce réseau, le danger dans lequel tu te trouves maintenant que les gens savent qui tu es vraiment, les complications d'essayer de construire quelque chose de réel alors que tout en moi crie de t'enfermer quelque part où rien ne peut t'atteindre. Je n'ai jamais voulu que ce soit facile, dis-je. Je voulais juste que ce soit réel. Il se recule assez pour me regarder correctement, et il y a quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas des murs qui tombent exactement, mais des fenêtres qui s'ouvrent, un aperçu de l'homme sous l'armure. Alors c'est du réel que tu auras, promet-il. Tout, le bon, le terrible, et tout ce qu'il y a entre les deux. Dehors, le soleil commence à se coucher, peignant la salle de conférence dans des tons d'ambre et d'or. Et pour la première fois depuis mon arrivée au croissant de lune il y a 3 mois, peut-être pour la première fois en 5 ans, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censée être. Pas en sécurité, nécessairement. Pas sans complications, ni danger, ni peur. Mais réel. Enfin, merveilleusement réel. Et quoi qu'il arrive ensuite, au moins, je n'y ferai plus face seule. Les 2 semaines suivantes passent dans un tourbillon de préparatifs et de révélations. Jackson travaille avec Sarah, David et Marcus pour compiler chaque information qu'ils ont recueillie au cours de 5 années de fuite, créant une carte détaillée des activités du réseau qui est à la fois impressionnante et terrifiante par son ampleur. 14 meutes détruites, 47 survivants confirmés, dont 31 sont maintenant confirmés morts. Les 16 restants sont soit cachés, soit ont disparu si complètement que même le suivi minutieux de Marcus ne peut les trouver. Damon convoque une session d'urgence du conseil régional, présentant les preuves avec le genre de fureur froide qui met mal à l'aise même les alphas les plus puissants. Certains le croient immédiatement, d'autres sont sceptiques, suggérant la paranoïa ou la coïncidence. L'un d'eux, l'alpha Garrett du territoire d'Ironwood, va jusqu'à suggérer que Damon héberge des réfugiés délirants pour justifier l'expansion de sa propre influence. La réunion se termine sans consensus, mais Damon ne semble pas surpris. Nous savions que certains d'entre eux étaient compromis, nous dit-il, à Jackson et à moi, plus tard, de retour dans son bureau avec des cartes et des rapports étalés sur toutes les surfaces. Maintenant, nous allons observer qui rapporte cette réunion au réseau, et nous suivrons le fil jusqu'à sa source. J'ai dépassé le stade de simplement dormir dans le lit de Damon. Maintenant, je fais partie des sessions de stratégie, offrant des aperçus sur Ashford qui aident Jackson à identifier des schémas. Mira m'apprend l'autodéfense le matin. Non pas parce que quelqu'un pense que je peux physiquement repousser des prédateurs surnaturels, mais parce que, comme elle le dit, savoir donner un coup de poing
fait des merveilles pour la confiance, et la confiance vous maintient en vie. Elle n'a pas tort. Je suis toujours humaine, toujours douce et fragile comparée aux métamorphes qui m'entourent. Mais j'apprends à me déplacer dans la maison de la meute comme si j'y appartenais, plutôt que comme si je m'excusais de prendre de la place. Damon le remarque. Je le surprends parfois à me regarder avec une expression que je n'arrive pas tout à fait à lire. Un mélange de fierté, d'inquiétude et de quelque chose qui ressemble presque à de l'émerveillement. Comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que je suis réelle. Nous ne nous sommes pas embrassés à nouveau depuis cet après-midi dans la salle de conférence. Mais l'air entre nous a changé. Il s'assoit plus près pendant les réunions, cherche ma main lorsque la tension monte, me demande mon avis sur des décisions tactiques devant ses conseillers, montrant clairement que je ne suis pas seulement la compagne de l'alpha, mais quelqu'un dont il apprécie le jugement. La meute le remarque aussi. Je le vois dans la façon dont les gens me saluent maintenant. Pas avec pitié ou une distance prudente, mais avec respect. Elena, l'héritière alpha qui a survécu. Elena qui a apporté la preuve d'une conspiration qui les menace tous. Elena qui se tient aux côtés de leur roi sans broncher. Cette reconnaissance devrait me faire du bien, et une partie de moi l'apprécie, mais une autre partie continue d'attendre que le coup près tombe. Le moment où ma présence ici mettra en danger tous ceux que j'ai appris à aimer. Ce moment arrive un jeudi soir, 2 semaines et 3 jours après l'arrivée de Sarah, David et Marcus. Je suis dans la bibliothèque à faire des recherches sur d'anciens traités de meute avec Mira quand l'alarme retentit. Pas l'alerte générale qui signale une brèche dans le périmètre, mais le signal strident et urgent qui signifie une menace immédiate pour la maison de la meute elle-même. Mira est sur ses pieds instantanément, son attitude amicale remplacée par la guerrière entraînée qu'elle est. « Reste ici », ordonne-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Verrouille-la derrière moi et n'ouvre à personne sauf... » La fenêtre explose vers l'intérieur dans une pluie de verre. Je lève les bras pour protéger mon visage, sentant des éclats me couper les avant-bras en lignes cuisantes. Quand je lève les yeux, il y a 3 silhouettes dans la bibliothèque avec nous. Des renégats, à en juger par le regard sauvage dans leurs yeux et la façon dont ils se déplacent avec une précision coordonnée qui témoigne d'un entraînement plutôt que de la folie. Mira n'hésite pas. Elle se transforme en plein saut, sa forme de louve percutant le renégat le plus proche avec une force écrasante. Il tombe dans un enchevêtrement de fourrure et de crocs. Et je sais que je devrais courir, me mettre en sécurité comme tout le monde me le dit toujours. Mais le 2e renégat se dirige vers la porte, bloquant ma sortie, et le 3e me regarde directement avec un sourire qui me glace le sang. « Elena Ashford », dit-il, sa voix presque agréable. « Nous vous cherchons depuis très longtemps. » Ma main se referme sur le lourd livre que je lisais, un ancien tome sur les conflits territoriaux qui doit peser 5 livres. Ce n'est pas une grande arme, mais c'est ce que j'ai. Mon nom est Elena, dis-je, fière que ma voix tremble à peine. Juste Elena. Ashford était morte. Pas tant que vous vivrez, rétorque-t-il en s'approchant. La lignée survit en vous, ce qui signifie que la revendication territoriale survit. Notre employeur aimerait beaucoup vous parler de la renonciation à cette revendication. Parler ? Je répète platement. C'est comme ça que vous appelez ce que vous avez fait aux autres ? Ce que vous avez fait à ma meute ? Son sourire s'élargit. Seulement à ceux qui refusent de coopérer. Vous êtes sûrement plus intelligente que ça. Derrière lui, Mira est engagée dans un combat vicieux avec le premier renégat. Les sons sont horribles, grognements, cris et le bruit humide d'os qui se brise. Le 2e renégat garde toujours la porte, coupant toute issue. Je suis piégée, et nous le savons tous les deux. « Venez sans faire d'histoire », dit-il en tendant une main comme si nous étions à un bal. « Facilitez les choses, et peut-être que votre nouvelle meute survivra à la nuit. Résistez et... » La porte ne s'ouvre pas. Elle explose de ses gonds alors que Damon la traverse avec la force d'une catastrophe naturelle. Le renégat qui la gardait n'a même pas le temps de réagir avant que la main de Damon ne se referme sur sa gorge, le soulevant du sol avec une facilité terrifiante. « Vous, » dit Damon, sa voix si froide qu'elle pourrait glacer le sang, « avez fait un très mauvais choix ce soir. » Le renégat qui me faisait face se jette en avant, mais il ne fait pas 2 pas avant que Jackson n'apparaisse de quelque part derrière Damon,
l'interceptant avec une efficacité brutale. La bibliothèque devient un chaos de violence. Des corps projetés contre les étagères, des griffes lacérant la chair, l'odeur métallique du sang épaisse dans l'air. Je suis figée, le livre toujours serré dans mes mains, regardant Damon détruire systématiquement le renégat qu'il tient. Ce déploiement de sauvagerie contrôlée devrait me terrifier. Au lieu de cela, je sens quelque chose de féroce et de possessif monter dans ma poitrine. À moi. Une partie primale de moi insiste sur le fait qu'il protège ce qui est sien. Le combat est terminé en moins de 2 minutes. 2 renégats morts, un troisième à peine conscient aux pieds de Jackson. Mira reprend sa forme humaine, nue et couverte de sang, mais vivante, et déjà en train de guérir de ses pires blessures. Damon ne leur accorde pas un second regard. Il me rejoint en 3 enjambées, ses mains douces malgré la violence qui vibre encore en lui alors qu'il prend mon visage entre ses paumes. « Es-tu blessé ?» Ses yeux me parcourent frénétiquement, cataloguant chaque coupure et échymose. « Elena, réponds-moi. Es-tu blessé ?» Je vais bien, je parviens à dire. Juste quelques coupures du verre. Rien de grave, répète-t-il, et il y a quelque chose de presque dément dans son rire. Ils sont entrés sur mon territoire, dans ma maison, et ont essayé de t'enlever. Et tu me dis que ce n'est rien de grave ? Damon, comprends-tu ce qui se serait passé si j'avais été 30 secondes plus lent ? Si je n'avais pas senti l'anomalie à travers le lien du territoire et n'étais pas venu en courant ? Sa prise se resserre, pas assez pour faire mal, mais assez pour s'assurer que je ne peux pas détourner le regard. Comprends-tu ce que cela m'aurait coûté ? Je comprends. Je peux le lire sur chaque ligne de son visage, dans la façon dont ses mains tremblent légèrement malgré son contrôle surnaturel. C'est son pire cauchemar qui se déroule en temps réel. Une autre femme à laquelle il tient, menacée sous son propre toit. « Mais tu n'as pas été plus lent, » dis-je doucement, couvrant ses mains des miennes. « Tu étais là, je suis en sécurité. » Pour l'instant, interrompt sombrement Jackson. Il est accroupi à côté du renégat survivant, une main agrippée à la chemise de l'homme. Mais c'était trop coordonné, trop bien synchronisé. Il savait exactement quand frapper, exactement où elle serait. Quelqu'un leur a donné des informations. La réunion du conseil, dit immédiatement Damon, son esprit stratégique perçant le brouillard émotionnel. Quelqu'un là-bas a fait un rapport sur Elena, sur qui elle est vraiment, ce qui signifie que nous avons un traître au sein du conseil régional, dit Mira, s'enveloppant dans une couverture que quelqu'un a apportée. Et ils viennent de déclarer une guerre ouverte en attaquant le territoire du roi Alpha. Damon me lâche enfin, se tournant pour faire face à son second et son troisième. Verrouiller le territoire. Protocole de sécurité complet. Je veux des gardes à chaque entrée, des patrouilles doublées et des yeux sur chaque membre de la meute pour lequel nous ne nous portons pas personnellement garant. Jackson obtient des informations de celui-là. Il désigne d'un coup de tête le renégat survivant. Par tous les moyens nécessaires. Découvre qui les a envoyés et à qui ils rendent des comptes. « Et Elena ?» demande Mira. « Elena reste avec moi », dit Damon sèchement. « Chaque minute, chaque heure. Si je suis en réunion, elle est en réunion. Si je dors, elle est dans la même pièce. Aucune exception jusqu'à ce que nous ayons éliminé cette menace. » « Ce n'est pas tenable, » je proteste. « Tu ne peux pas... »« Je peux et je le ferai, » me coupe-t-il, son ton n'admettant aucune discussion. « Tu veux du réel, Elena ? Voilà le réel. Voilà ce que signifie être à moi. Ça signifie que je ne prends aucun risque avec ta sécurité. Ça signifie que je fais tout ce qui est nécessaire pour m'assurer que tu survives, même si tu me détestes pour ça. » Il y a un défi dans ses yeux, me mettant au défi de discuter, de lui dire qu'il est irrationnel ou surprotecteur. Et peut-être qu'il l'est. Mais je peux aussi voir la peur sous la fureur. La façon dont ses pires souvenirs entrent en collision avec le danger présent pour créer quelque chose de presque insupportable. Alors, au lieu de discuter, je m'avance et l'entoure de mes bras. Il se raidit pendant une demi-seconde avant que ses bras ne m'entourent, me serrant si fort que j'ai à peine le souffle.
Je peux sentir son cœur martelé contre ma joue, sentir les fins tremblements qui parcourent son corps. Je vais bien. Je murmure contre sa poitrine. Je suis juste là, et je vais bien. Sa main vient se poser à l'arrière de ma tête, et quand il parle, sa voix est rauque d'une émotion à peine contenue. S'il t'avait prise, si je t'avais perdue... Tu ne l'as pas fait. Je l'interromps, fermement. Tu es arrivé à temps. Tu m'as sauvé. Cette fois, dit-il. Mais ils essaieront à nouveau. Ils y sont obligés tant que tu représentes une revendication légale sur ce territoire. Et la prochaine fois, ils pourraient être plus malins. Pourraient attendre que je ne sois pas assez proche pour aider. Alors nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas de prochaine fois, dis-je en me reculant pour le regarder. Nous trouverons qui orchestre ce réseau et nous y mettrons fin de façon permanente. Un éclair féroce et fier traverse son visage. C'est ma fille, dit-il doucement. Ma fille, pas sa compagne, pas sa responsabilité. Sienne. La possessivité devrait probablement me déranger. Au lieu de cela, je la ressens comme de la sécurité, comme une revendication, comme un foyer. Le reste de la nuit est un chaos organisé. La maison de la meute est transformée en forteresse, avec des gardes postés à chaque entrée et des patrouilles continues sur le terrain. Sarah, David et Marcus sont déplacés dans des quartiers plus sécurisés dans l'aile centrale. Jackson emmène le renégat capturé dans une pièce du sous-sol sur laquelle je ne pose pas de questions. Et je suis escortée, il n'y a pas d'autre mot, jusqu'aux appartements privés de Damon, où j'ai dormi pendant des mois. Mais ce soir, c'est différent. Plus intentionnel, plus permanent. « Tu devrais prendre une douche », dit Damon, ses yeux suivant le sang qui sèche sur mes bras à cause des coupures de verre. « Nettoie-toi pendant que je fais le point avec l'équipe de sécurité. Je serai de retour dans 1 heure. Me diras-tu ce que Jackson apprend du prisonnier ? Je te dirai tout, promet-il. Plus de secrets, tu te souviens ? Ça inclut les parties moches. Il me laisse là, et je me défais de mes vêtements abîmés, entrant dans sa douche et laissant l'eau chaude laver le sang, la peur et l'adrénaline. Les coupures sur mes bras piquent alors que je les nettoie, mais elles commencent déjà à se refermer. Rien qui ne laissera de cicatrices, du moins, pas physique. Je suis vêtue d'une des chemises de Damon, en flanelle douce qui tombe à mi-cuisse, quand il revient. Il me jette un regard, et quelque chose dans son expression devient à la fois doux et affamé. « Tu portes mes vêtements » observe-t-il. « Les miens avaient du sang » dis-je, soudainement mal à l'aise. « Je peux me changer si... » « Non » interrompt-il en se rapprochant. « Ne te change pas, tu as l'air... » Il s'interrompt, semblant chercher ses mots. « Tu as l'air d'être à ta place ici. Comme si tu m'appartenais. » Peut-être que c'est le cas, dis-je doucement. La distance entre nous se comble. Et cette fois, quand il m'embrasse, c'est différent de la pression désespérée des lèvres dans la salle de conférence. C'est une revendication, possessive et complète, ses mains glissant dans mes cheveux alors qu'il me pousse vers le lit. Nous n'allons pas jusqu'au bout. Il y a trop de choses non résolues, trop de menaces qui rôdent encore. Mais nous nous endormons enlacés, son corps courbé de manière protectrice autour du mien. Et pour la première fois depuis l'attaque, je me sens en sécurité. Le matin, Jackson apporte des nouvelles qui changent tout. Le renégat capturé a parlé, a donné non pas 1, mais 3 noms de membres du conseil qui fournissent des informations au réseau depuis des années, y compris l'Alpha Garrett d'Ironwood, celui qui a remis en question les motivations de Damon lors de la session d'urgence. C'est plus grand que nous ne le pensions, dit sombrement Jackson, étalant des documents sur la table du petit déjeuner pendant que je bois mon café et essaie de me réveiller complètement. Le réseau ne vise pas seulement à créer une route de contrebande. Il se positionne pour contester toute la structure du conseil régional, pour la remplacer par quelque chose qu'il contrôle. Un coup d'État, dit Damon sèchement. Un coup d'État lent et méthodique qui se prépare depuis une décennie, confirme Jackson. Et Elena est le dernier fil qui dépasse, la dernière revendication légale qui pourrait compliquer leur plan. Je pose ma tasse de café avec précaution. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait ? La main de Damon trouve la mienne sur la table. Nous les mettons au défi. Nous rendons ta revendication sur le territoire d'Ashford public et officiel, avec le soutien du Croissant de Lune. Nous les forçons à sortir de l'ombre en te rendant trop visible, trop protégé pour être éliminé discrètement. C'est l'utiliser comme appât, proteste Mira, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec son propre petit déjeuner. C'est lui donner du pouvoir, corrige Damon. En ce moment, elle est une cible parce qu'elle est un secret. Nous en faisons une figure publique, l'héritière légitime d'Ashford sous la protection du Croissant de Lune, et soudain, la tuer devient un acte de guerre contre moi personnellement. Ils devront y réfléchir à 2 fois, ou ils intensifieront les choses, je souligne doucement. Ils intensifieront de toute façon, dit Damon. Au moins de cette façon, tu ne te caches pas. Tu n'es pas une victime qui attend d'être trouvée. Tu es une actrice à part entière. Il me demande d'assumer pleinement qui je suis née pour être, d'arrêter d'être juste Helena et de devenir Helena Ashford, héritière alpha, pièce politique sur un échiquier dangereux. Cela me terrifie. Mais cela me semble aussi juste d'une manière que je ne peux pas tout à fait expliquer. D'accord, dis-je. Faisons-le. Forçons-les à nous affronter à découvert. Le sourire de Damon est féroce et fier. C'est ma fille, dit-il à nouveau. Et cette fois, je ne le ressens pas seulement. Je le crois. L'annonce officielle a lieu 3 jours plus tard, lors de l'Assemblée régionale trimestrielle. Un rassemblement de tous les alphas de meute et de leurs conseillers tenus en terrain neutre. C'est le genre d'événement dont j'ai entendu parler, mais auquel je n'ai jamais assisté, où la politique et les jeux de pouvoir se déroulent dans des salles élégantes, pendant que des guerriers montent la garde à l'extérieur. Je suis habillée pour la bataille, mais pas du genre physique. Mira m'a aidé à choisir la tenue. Un pantalon noir ajusté, un chemisier vert émeraude profond qui fait ressortir mes yeux, des talons bas qui ne me feront pas trébucher mais ajoutent assez de hauteur pour que je me sente moins dépassée par les prédateurs que je vais affronter. Mes cheveux sont tirés en arrière en une simple tresse, et je ne porte aucun bijou à l'exception d'un fin bracelet en argent que Damon m'a donné ce matin. La marque du Croissant de Lune, preuve visible de sa protection. Tu ressembles à une alpha, dit Mira avec approbation, me jetant un dernier coup d'œil. Confiante, puissante, comme quelqu'un qui a sa place dans cette pièce. J'ai l'impression que je vais vomir, j'avoue. C'est normal, dit Sarah depuis le seuil. Elle est restée près de moi ces derniers jours, offrant son soutien de la manière discrète qu'elle a toujours eue. Je me souviens d'avoir observé ton père avant les grandes assemblées. Il disait toujours que le jour où il cesserait d'être nerveux serait le jour où il cesserait de se soucier de bien faire les choses. La mention de mon père provoque une pointe de douleur dans ma poitrine, mais ce n'est plus l'agonie vive d'autrefois. Le temps et la vérité l'ont adouci en quelque chose que je peux porter sans me briser. Merci, je lui dis, d'être là, pour tout. Merci de nous avoir donné un endroit où enfin arrêter de fuir, répond-elle. Damon apparaît alors, et sa vue me coupe le souffle, comme toujours. Il est en tenue de cérémonie, un costume sombre qui souligne sa carrure puissante, ses cheveux domptés bien que toujours assez longs, pour laisser deviner la nature sauvage sous l'extérieur civilisé. Il a tout du roi alpha, imposant et dangereux, et absolument magnétique. Ses yeux trouvent les miens à travers la pièce, et un éclair chaud et possessif les traverse, alors qu'il observe mon apparence. « Tu es magnifique, » dit-il simplement. « Et terrifiante. C'est une bonne combinaison pour aujourd'hui. » Je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça. Je confesse doucement alors que les autres s'excusent poliment pour nous laisser en privé. Damon s'approche de moi, relevant mon menton avec des doigts doux. Tu as survécu à des choses qui briseraient la plupart des gens. Tu as affronté des renégats dans ma bibliothèque avec rien d'autre qu'un livre comme arme. Tu m'as tenu tête quand j'étais un idiot. Ça ? Il désigne la porte, l'assemblée qui attend au-delà. Ce n'est que de la politique. Et tu es la fille d'un alpha. C'est dans ton sang. Et s'ils ne me croient pas, s'ils pensent que je mens sur qui je suis, alors ce sont des imbéciles, dit-il sans embâge. Mais nous avons la documentation, les actes de naissance, la confirmation ADN,
Le témoignage de 3 survivants qui te connaissaient enfant. Quiconque remet en question ton identité remet en fait en question mon jugement. Et ils savent qu'il ne faut pas faire ça publiquement. Il a raison. Les preuves sont irréfutables, mais ce n'est pas vraiment ce dont j'ai peur. Et si revendiquer Ashford fait de moi une cible plus grande? Et si ça met le croissant de lune en danger? Tu es déjà une cible, me rappelle Damon. Ça ne fait que changer les termes de l'engagement. Et quant au risque, son sourire est acéré et dangereux. Qu'ils essaient, je cherche une excuse pour démanteler complètement ce réseau. S'ils sont assez stupides pour escalader, je les anéantirai. Il n'y a aucun doute dans sa voix, aucune hésitation. C'est ce qu'il fait. Il identifie les menaces et les élimine avec une précision chirurgicale. Et pour la première fois, je ne suis pas un fardeau qu'il doit protéger. Je suis un atout dans sa campagne, une pièce qu'il peut utiliser pour forcer ses ennemis à se dévoiler. Cela devrait sembler froid d'être utilisé de cette manière. Au lieu de cela, c'est valorisant. D'accord, dis-je en redressant les épaules. Allons leur rappeler exactement à qui ils ont affaire. Son sourire s'élargit, féroce et fier. C'est ma fille. La salle de l'assemblée est impressionnante. Haut plafond, bois poli, rangées de sièges disposés en demi-cercle face à une estrade où préside le conseil. Chaque meute majeure de la région est représentée, leurs alphas et conseillers remplissant l'espace d'une puissance à peine contenue qui rend l'air électrique. Damon entre le premier, sa présence captant immédiatement l'attention. Les conversations s'éteignent, alors que les têtes se tournent pour suivre son mouvement. Il prend place à la table du conseil avec une autorité désinvolte, et je suis un demi-pas derrière, vivement consciente des dizaines d'yeux qui suivent chacun de mes mouvements. Je ne suis pas censée m'asseoir à la table du conseil. Je ne suis pas une alpha. Pas officiellement. Mais Damon tire la chaise à côté de la sienne, une déclaration délibérée que je suis ici en tant que plus que sa simple compagne. Jackson prend position derrière nous, silencieux et vigilant, tandis que Mira rejoint les autres conseillers dans la rangée de sièges, juste derrière le conseil. L'alpha Garrett d'Ironwood est déjà assis, son expression soigneusement neutre lorsque ses yeux se posent sur moi. Mais je vois le vacillement de reconnaissance, le bref resserrement autour de sa bouche. Il sait pourquoi je suis là. C'est ce qui va arriver. L'assemblée commence par les formalités habituelles, les rapports des différents territoires, les discussions sur les différents frontaliers et les accords commerciaux. Je reste assise tranquillement, essayant de ne pas gigoter pendant que Damon participe avec le genre de brio stratégique qui rappelle à tous pourquoi il n'est pas seulement un alpha, mais le roi alpha. Finalement, lors du forum ouvert, il se lève. La salle se tait immédiatement. « J'ai une affaire à soumettre au conseil », dit Damon, sa voix portant facilement à travers la salle. Une affaire qui affecte la stabilité régionale et remet en question la légitimité de certaines revendications territoriales faites au cours de la dernière décennie. L'intérêt s'aiguise sur tous les visages. C'est pour ça qu'ils sont venus. Le drame, le conflit, le théâtre politique, qui rend ces assemblées mémorables. Il y a 5 ans, la meute d'Ashford a été détruite dans ce qui a été rapporté comme une attaque de renégats, poursuit Damon. L'alpha et la plupart de sa meute ont été tués. Le territoire a été déclaré abandonné en vertu de la loi sur les terres vacantes et a depuis été absorbé dans la juridiction d'Ironwood par la revendication de l'alpha Garrett. L'expression de Garrett ne change pas, mais je vois ses mains se crisper sur les accoudoirs de sa chaise. Cependant, dit Damon, la loi sur les terres vacantes est très spécifique quant aux exigences pour revendiquer un territoire abandonné. Elle stipule qu'aucun héritier légal ne doit survivre, sinon la revendication est invalide. Je suis ici aujourd'hui pour présenter la preuve qu'un héritier légal a non seulement survécu à l'attaque d'Ashford, mais est présent dans cette salle. Le murmure qui parcourt l'assemblée est comme une vague physique. Tous les yeux se tournent vers moi, et je me force à les soutenir sans broncher. Damon me tend la main, une invitation et un ordre tout à la fois. Je me lève, me plaçant à ses côtés, la tête haute malgré les battements de mon cœur. « Voici Helena Ashford », dit clairement Damon. Fille de l'alpha William Ashford et seule héritière survivante du territoire d'Ashford. Je présente sa revendication devant ce conseil,
avec une documentation complète et 3 témoins vivants qui peuvent vérifier son identité. Le silence qui suit est assourdissant. Puis Gareth se lève, son expression empreinte d'une fureur soigneusement contrôlée. C'est absurde. Helena Ashford est morte avec sa meute. Tout le monde le sait. Ce que vous présentez est soit une fraude, soit une illusion. Les tests ADN confirment sa lignée, dit Jackson derrière nous, sa voix portant le poids d'un fait indiscutable. Les actes de naissance correspondent, et nous avons le témoignage de 3 survivants d'Ashford qui la connaissaient enfant. Souhaitez-vous examiner la documentation, Alpha Gareth, ou préférez-vous expliquer pourquoi vous êtes si désespéré de nier ce que chaque preuve soutient? La mâchoire de Gareth se contracte, mais il ne peut pas contester les faits. Au lieu de cela, il change de tactique. Même si elle est qui vous prétendez, la jeune fille a vécu comme une réfugiée pendant 5 ans. Elle n'a fait aucune réclamation sur son territoire, aucune tentative de remplir ses devoirs d'héritière. Elle a abandonné son droit de naissance. J'ai survécu à un massacre, dis-je, ma voix coupant à travers la pièce avant que Damon ne puisse répondre. Je suis surprise de voir à quel point je parais stable, claire. J'avais 17 ans quand des renégats ont détruit ma meute. J'ai vu ma maison brûler et mon peuple mourir. Et oui, j'ai fui. Je me suis cachée. J'ai essayé de devenir quelqu'un d'autre parce que l'alternative était d'accepter que j'étais la seule survivante d'un massacre qui n'aurait jamais dû se produire. Je m'avance, m'éloignant de la présence protectrice de Damon, m'adressant directement à la salle. Mais j'ai appris certaines choses ces dernières semaines. Je poursuis. J'ai appris que la destruction d'Ashford n'était pas une violence aléatoire. Elle était ciblée, orchestrée, faisant partie d'un réseau plus vaste qui détruit systématiquement de plus petites meutes depuis des années. J'ai appris que les renégats qui nous ont attaqués avaient des informations internes, savaient exactement quand et où frapper pour un impact maximal. Et j'ai appris que certains membres de ce conseil ont profité de ces attaques, revendiquant des territoires abandonnés, tout en aidant à s'assurer que ces territoires devenaient abandonnés en premier lieu. La salle éclate. Des voix s'élèvent en protestation, en accusation, en demande de preuves. Gareth est debout, criant des dénégations, mais plusieurs autres alphas le regardent avec une nouvelle suspicion. Damon laisse cela continuer pendant exactement 10 secondes, avant que son pouvoir ne remplisse la pièce comme une force physique, réduisant tout le monde au silence instantanément. Si l'Alpha Gareth est innocent, dit Damon avec un calme mortel, alors il se réjouira d'une enquête sur la chute d'Ashford et sur la manière dont sa revendication a été traitée. Il coopérera pleinement à l'examen des preuves que nous avons rassemblées sur ce réseau et il acceptera que la revendication d'Helena Ashford supplante la sienne en vertu de la loi des meutes. Et si je refuse, défie Gareth. Alors vous confirmez votre implication, dit simplement Damon. Et je prendrai un grand plaisir à vous retirer de ce conseil de façon permanente. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse, livrée avec le genre de certitude absolue qui fait même reconsidérer leur position aux alphas puissants. Gareth regarde autour de la salle, cherchant clairement des alliés, mais ne trouve que des regards calculateurs. Personne ne veut être associé à la trahison, pas quand Damon Crescent a des preuves et la volonté d'agir. Finalement, Gareth se rassoit, son expression défaite. « Je veux examiner les preuves. »« Vous aurez accès à tout, » confirme Jackson, ainsi qu'à un comité d'enquête formel qui examinera non seulement Ashford, mais les 14 destructions de meutes que nous avons liées à ce réseau. L'assemblée se poursuit pendant encore 2 heures, mais la vraie bataille est terminée. Au moment où nous levons la séance pour la journée, Helena Ashford a été officiellement reconnue comme l'héritière légitime de son territoire. Gareth est suspendu de ses fonctions au Conseil en attendant l'enquête, et des enquêtes formelles ont été ouvertes sur 2 autres membres du Conseil suspectés. Nous ne retournons pas immédiatement au croissant de lune. Au lieu de cela, Damon m'emmène dans un petit parc adjacent au bâtiment de l'Assemblée, où nous pouvons nous promener parmi les arbres d'automne et respirer un air qui n'a pas le goût de la tension politique. « Tu as été magnifique là-dedans, » dit-il, sa main trouvant la mienne alors que nous marchons. « La façon dont tu as parlé, la façon dont tu as tenu tête à Gareth, c'était de la pure présence alpha. J'étais terrifiée, j'avoue. Je sais, c'est ce qui a rendu ça magnifique.
Il s'arrête, se tournant pour me faire face complètement. Le courage n'est pas l'absence de peur, Elena. C'est avoir peur, et le faire quand même. Tu as montré ce genre de courage chaque jour depuis que je te connais. Mais aujourd'hui, toute la région a pu le voir. Que se passe-t-il maintenant ? Je demande. Pour le territoire d'Ashford, pour l'enquête, pour nous ? L'enquête prendra des mois, dit Damon. Mais la revendication de Garrett est invalidée, ce qui signifie qu'Ashford te revient. Quant à ce que tu en fais, il marque une pause, choisissant ses mots avec soin. C'est ta décision. Tu pourrais reconstruire la meute, trouver des survivants et créer quelque chose de nouveau. Tu pourrais maintenir la revendication mais laisser la terre vide. Ou tu pourrais céder le territoire au Croissant de Lune, le liant officiellement à ma juridiction. Que voudrais-tu que je fasse ? Je demande. Je veux que tu choisisses ce qui te semble juste, dit-il. Pas ce qui est stratégique, pas ce qui est politiquement pratique. Que te dit ton cœur que cette terre devrait être ? Je pense à Ashford, la meute où j'ai grandi, la maison qui a brûlé. Je pense à mon père et aux gens que j'ai perdus, à Sarah, David et Marcus qui fuient depuis des années à cause de ce qui s'est passé là-bas. Ça devrait être un refuge, dis-je lentement. Un endroit pour les gens comme nous, des survivants, des réfugiés, ceux qui ont perdu leur meute et ont besoin d'un endroit sûr où atterrir. Pas une meute complète, peut-être, mais un sanctuaire sous la protection du Croissant de Lune. Le sourire de Damon est doux et sincère. C'est parfait. Étrais-toi. Transformer un traumatisme en guérison. Tu m'aideras ? Je demande. À le construire, je veux dire. À le rendre réel. Elena, dit-il en me rapprochant, je t'aiderai à construire tout ce que tu veux. Parce que quelque part en cours de route, alors que j'essayais de te garder à distance pour nous protéger tous les deux, tu es devenue la chose la plus importante dans mon monde. Et j'ai fini de faire semblant. Son baiser est doux cette fois, sucré et plein de promesses plutôt que de désespoir. Quand nous nous séparons, je souris malgré tout. Le danger, la politique, l'avenir compliqué auquel nous sommes confrontés. Je t'aime, dis-je. Les mots s'échappent, avant que je puisse trop y réfléchir. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous avons 1000 choses à régler, mais je t'aime. Et j'avais besoin que tu le saches. Les yeux de Damon s'illuminent, presque vulnérables. Je t'aime depuis le moment où tu es entré sur mon territoire, ressemblant à l'espoir et au chagrin tout à la fois, dit-il. J'avais juste trop peur de l'admettre, même à moi-même. Mais j'ai fini d'avoir peur. J'ai fini de laisser les fantômes dicter mon avenir. Notre avenir, je corrige. Notre avenir, il acquiesce. Nous restons là, dans la lumière déclinante de l'automne, 2 personnes brisées qui se sont en quelque sorte trouvées et ont décidé d'essayer de construire quelque chose d'entier. Ce ne sera pas facile. L'enquête va réveiller des ennemis. Reconstruire Ashford prendra des années. Et il y a encore le traumatisme et la mort de 14 meutes à prendre en compte. Mais pour la première fois depuis mes 17 ans, je ne fuis pas mon passé. Je l'affronte de front, avec un roi alpha à mes côtés et une meute dans mon dos. Je suis Elena Ashford, fille d'un alpha assassiné, héritière d'une meute détruite et compagne du métamorphe le plus puissant de la région. Et je suis enfin, merveilleusement, chez moi. Épilogue. 6 mois plus tard, la cérémonie d'inauguration du sanctuaire d'Ashford a lieu par une belle matinée de printemps, avec des représentants d'une 12aine de meutes présents. Le terrain a été défriché et reconstruit, non pas comme il était, mais comme quelque chose de nouveau. De petites cabanes parsèment le paysage, une salle centrale pour les rassemblements, des jardins que Sarah supervise avec le même soin qu'elle accordait autrefois à son ancienne maison. 15 réfugiés se sont installés ici, et d'autres postulent chaque semaine. David s'occupe de la sécurité, son expérience assurant la sécurité de tous. Marcus enseigne aux plus jeunes l'histoire et les traditions de la meute, maintenant les anciennes coutumes vivantes, tout en construisant quelque chose de nouveau. Damon se tient à mes côtés sur l'estrade alors que je m'adresse à la foule,
sa main posée sur le bas de mon dos, un geste de soutien et de revendication qui est devenu une seconde nature pour nous deux. Il y a 5 ans, cette terre n'a connu que la violence et la mort, dis-je, ma voix portant à travers l'assemblée. Aujourd'hui, elle représente quelque chose de différent. La survie, la guérison, l'espoir. À tous ceux qui ont perdu leur meute, leur famille, leur foyer, le sanctuaire d'Ashford vous accueille. Non pas pour remplacer ce que vous avez perdu, mais pour vous donner un endroit où construire quelque chose de nouveau. Les applaudissements sont sincères, chaleureux. Dans la foule, je vois Sarah essuyer des larmes, David se tenant fier malgré ses cicatrices, Marcus hochant la tête en signe d'approbation. Et à côté de moi, la main de Damon se resserre possessivement sur ma taille. « Prête à rentrer à la maison ?» murmure-t-il une fois la cérémonie terminée. Je le regarde, cet homme qui a combattu ses propres démons pour me laisser entrer, qui a soutenu chaque idée folle que j'ai eue sur la guérison par l'action, qui m'aime avec le genre de dévotion féroce que je n'aurais jamais cru mériter. « Toujours, dis-je. Parce que la maison, ce n'est plus Ashford. Peu importe avec quelle beauté nous l'avons reconstruite. La maison, c'est là où se trouve Damon. Là où nous nous tenons ensemble, faisant face à tout ce qui viendra. Et c'est exactement là que je veux être.